Dans le vaste et dramatique monde de la mythologie grecque, peu de figures suscitent autant de fascination et de controverses que Médée, une reine dont l'histoire est à la fois un hymne à un amour débordant et un cri de vengeance traversant les siècles. Son nom évoque des images de trahison, de passion et de mort, mais aussi d'intelligence, de pouvoir et d'une force émotionnelle si intense que même les dieux tremblèrent devant sa fureur. Médée n'a pas été simplement une femme blessée, elle fut une sorcière, une guerrière, une mère et une meurtrière. Née dans la lointaine contrée de Colchide, actuelle Géorgie, Médée était la fille du roi Éétès et la petite-fille d'Hélios, le dieu du soleil. Élevée parmi la magie et le mystère, dès son jeune âge, elle montra des talents surnaturels, devenant l'une des rares capables de maîtriser les arts obscurs de la sorcellerie et de l'alchimie. Mais ce fut sa rencontre avec Jason, chef des Argonautes, qui changea à jamais le cours de sa vie, et celle de beaucoup d'autres. Jason arriva en Colchide à la recherche de la Toison d'Or, un objet légendaire qui conférait un pouvoir divin à celui qui le possédait. Pour se le procurer, il devait réussir plusieurs épreuves imposées par son père, le roi Éétès. C'est alors qu'Aphrodite, sur ordre d'Héra, fit tomber Médée profondément amoureuse de Jason. Elle, mue par un amour passionné et aveugle, décida de l'aider à surmonter les défis mortels. Apprivoiser des taureaux à la respiration ardente, semer des dents de dragon et vaincre des guerriers nés de la terre. Tout cela, elle y parvint grâce à ses connaissances magiques et à son courage sans limite. Mais après avoir obtenu la Toison d'Or, Jason et Médée ne purent rester en Colchide. Pourchassés par le roi Éétès, ils s'enfuirent ensemble, emmenant avec eux le frère de Médée, Absyrte. Dans un acte calculé et cruel, Médée tua son propre frère durant leur fuite et le découpa en morceaux pour ralentir son père, obligé de s'arrêter pour recueillir les restes de son fils. Cet épisode donne déjà un aperçu du caractère extrême de Médée, capable de tout par amour et par survie. Après des années d'exil et d'aventures partagées, Jason et Médée arrivèrent à Corinthe où ils formèrent une famille et eurent des enfants. Tout semblait enfin en place. Ils avaient abandonné derrière eux royaume, mort et malédiction pour une nouvelle vie. Pourtant, le destin réservait encore un tournant sombre qui ferait de Médée l'un des personnages les plus inoubliables de la littérature antique. Des années plus tard, établi à Corinthe, Jason commit une erreur impardonnable. Il décida d'abandonner Médée pour épouser Glauce, la fille du roi Créon. Ce n'était pas seulement une décision romantique, mais un geste politique. Jason recherchait stabilité et pouvoir, pensant que cette union renforcerait sa position sociale. Mais il sous-estima totalement la femme qu'il avait aimée, protégée et trahie. Quand Médée apprit la nouvelle, sa douleur se transforma rapidement en colère. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle la laissait vulnérable. Étrangère dans une terre étrangère, sans famille ni protection juridique, elle risquait l'abandon total. Et pis encore, ses enfants, fruits d'un amour autrefois immense, seraient également livrés à l'abandon. C'est ici que commence le chapitre le plus sombre de son histoire. Médée ne réagit pas par des larmes ou des suppliques, mais par un plan minutieux et terrifiant. Elle décida de punir tous ceux impliqués, Jason, bien sûr, pour son infidélité et son ambition, Glauce, pour avoir accepté de devenir sa rivale, et le roi Créon, pour avoir autorisé le mariage et ordonné son exil. Mais ce qui marqua le plus profondément l'histoire et suscita des débats moraux pendant des siècles, fut sa décision finale, tuer ses propres enfants. Pourquoi agit-elle ainsi ? Les réponses varient selon les interprétations. Certains affirment que ce fut un pur acte de vengeance contre Jason pour lui faire ressentir la même souffrance qu'elle éprouvait. D'autres considèrent que c'était un sacrifice nécessaire afin d'éviter que ses enfants s'y soient maltraités ou humiliés pour être les fils d'une femme maudite et étrangère. Il y a aussi ceux qui voient là une manière de les libérer de souffrances futures, même si cela passe par la mort.
Toujours est-il que Médée prépara un cadeau mortel pour Glauce, une tunique et une couronne empoisonnée. Lorsque la princesse les enfila, elle mourut, entraînant avec elle son père, Créon, qui tenta de la sauver. Ensuite, dans un moment de profonde agonie intérieure, Médée prit la décision la plus atroce, tuer de ses mains ses 2 jeunes fils. Il n'y eut ni rédemption, ni repentir public, seulement une mère, dans sa détresse, qui préféra envoyer ses enfants dans l'au-delà, plutôt que de les laisser entre les mains de ceux qui les traiteraient comme des bâtards ou des traîtres. Après le crime, elle apparaît devant Jason monté sur un char tiré par des serpents ailés, don de son grand-père Hélios, échappant à la justice terrestre, tandis qu'elle lui montre les corps sans vie de ses enfants. Le message est clair. Personne ne peut trahir Médée et en sortir indemne. Cette histoire, racontée originellement par Euripide dans sa tragédie Médée, 431 avant Jésus-Christ. J.C. continue aujourd'hui encore de nous glacer le sang. C'est une œuvre complexe, pleine de nuances, qui explore des thèmes tels que le rôle de la femme dans la société antique, la folie de l'amour, la violence comme réponse à l'injustice et la dualité entre maternité et vengeance. L'histoire de Médée ne se termine pas avec le meurtre de ses enfants. Plutôt, cet acte marque un tournant qui a alimenté des siècles d'interprétations, de débats et de nouvelles lectures. Sa figure, à la fois sombre et puissante, est devenue un véritable miroir culturel. Ce que chaque époque perçoit chez Médée dit autant sur elle que sur la société qui l'observe. À travers les siècles, son héritage a dépassé la tragédie grecque pour devenir symbole de résistance, de folie, de féminité rebelle, de maternité déformée, voire même de lutte contre les oppressions patriarcales. Dans l'ancienne Grèce, Euripide lui donna la voix la plus forte, mais il ne fut pas le seul à écrire à son sujet. D'autres poètes et dramaturges, comme Sénèque à Rome, explorèrent aussi son psychisme, bien que différemment. Alors qu'Euripide présente une Médée profondément humaine, aux émotions complexes et aux motivations compréhensibles, même si extrêmes, Sénèque la peint comme une figure proche du mal absolu, presque diabolique. Cette dualité dans sa représentation montre comment son personnage peut être lu sous divers angles. Victime, méchante, héroïne, ou quelque chose entre ces extrêmes. L'un des aspects les plus fascinants de l'histoire de Médée est sa lutte contre le patriarcat. Dans une société où les femmes étaient considérées comme des citoyennes de second ordre, sans voix politique ni autonomie réelle, Médée surgit comme une force irrépressible. Non seulement elle défie les hommes qui l'ont trahie, mais elle prend en main son destin, utilisant intelligence, magie et violence comme outil de pouvoir. Elle ne mendie pas, ne supplie pas, elle agit. Et cette attitude, bien que moralement contestable, en fait l'archétype de la femme refusant d'être pliée par les règles imposées par autrui. Cette lecture a pris une importance particulière dans le féminisme moderne, où Médée a été réinterprétée comme une martyre de l'oppression féminine. Des écrivaines et des penseurs comme Christa Wolf dans son roman Médée. Voix et contre-voix. 1983 ont tenté de la rendre encore plus humaine en racontant son histoire à travers son propre regard. Dans cette version, Médée n'est pas seulement une mère meurtrière, mais une femme broyée par un système injuste qui lui refuse droit, protection et dignité. Le crime, bien sûr, n'est pas justifié, mais il devient compréhensible. Il est l'effondrement final d'une personne poussée à bout. Une autre facette intéressante est son rôle de femme étrangère dans un pays étranger. Dans la Grèce antique, être étranger était déjà un handicap. Être femme étrangère, c'était subir une véritable condamnation sociale. Médée arrive à Corinthe comme une exilée, sans racines ni soutien local. Son identité est constamment menacée, sa position instable. Quand Jason décide de l'abandonner, il ne rompt pas seulement un lien amoureux. Il la laisse complètement vulnérable face à une société qui ne l'acceptera jamais vraiment.
Ce contexte ajoute une couche supplémentaire de vulnérabilité à sa situation et pourrait expliquer en partie sa profonde détresse. Le mythe de Médée a également eu une présence constante dans le cinéma et le théâtre contemporain. Des adaptations classiques aux versions modernes, son histoire continue de fasciner. L'un des films les plus marquants inspirés de sa vie est Médée, 1969, réalisé par Pier Paolo Pasolini, avec Maria Callas dans le rôle principal. Le choix d'une chanteuse lyrique pour incarner Médée n'est pas anodin. Le film devient une expérience presque musicale, où la souffrance et la fureur s'expriment avec une intensité rarement vue à l'écran. Des séries comme Hercule, Les Voyages légendaires ou Xena, la guerrière font également référence indirectement à son histoire, l'intégrant dans un univers mythologique plus large. Mais peut-être l'un des usages les plus surprenants de sa figure se trouve-t-il dans le cinéma latino-américain et européen, où son symbolisme sert à parler de trahison politique, d'exil, de violence domestique ou de révolution personnelle. Dans le domaine littéraire, des auteurs comme Margaret Atwood, Angela Carter et Assia Djebar ont intégré des éléments médéens dans leurs œuvres, surtout lorsqu'ils explorent le thème de la femme marginalisée qui découvre dans la violence ou la parole son unique moyen de réponse. Même dans la littérature jeunesse, comme dans Circé de Madeline Miller, on retrouve des figures similaires, montrant comment le mythe reste vivant, s'adaptant aux nouvelles générations. Mais peut-être l'une des questions les plus persistantes demeure celle-ci. Comment pouvons-nous ressentir de l'empathie pour une femme qui tue ses propres enfants? C'est précisément cette contradiction qui rend Médée si puissante en tant que personnage. Elle n'est pas un archétype simple à aimer ou à détester. C'est une mère qui aime profondément, mais qui sent aussi que le monde lui a tout pris. Pour elle, tuer ses enfants n'est pas seulement un acte de vengeance, mais une forme extrême de protection. Si ceux-ci ne peuvent pas vivre avec honneur, quel futur leur reste-t-il? Et ici surgit une question essentielle. Peut-on séparer l'horreur de ces actes du contexte qui les a provoqués? Beaucoup de cultures ont connu des figures similaires, des mères meurtrières, des reines traîtresses, des guerrières retournées contre les leurs, mais peu ont suscité autant de réflexions philosophiques et morales que Médée. Elle incarne l'extrême d'une émotion débordante, la frontière entre amour et haine, entre protection et destruction. Son héritage vit non seulement dans les livres et sur scène, mais aussi en chaque femme confrontée à une trahison, un abandon, une injustice. Médée rappelle ce qui advient quand une personne, surtout une femme, est poussée au bord sans issue possible. C'est un avertissement, mais aussi un appel à la conscience. Derrière chaque geste extrême peut se cacher une histoire de douleur profonde, invisible et étouffée. Cependant, si nous voulons comprendre pleinement Médée, nous devons aller au-delà de son rôle de mère tragique ou vengeresse. Nous devons explorer qui elle était avant de rencontrer Jason. Quel pouvoir elle possédait, quelles croyances la guidaient, et comment sa relation avec la magie et les dieux a influencé ses choix. Car Médée n'était pas une femme ordinaire. C'était une sorcière, une élue des dieux, une descendante directe d'Hélios, et cela change radicalement notre perception de sa nature. Derrière la figure de Médée ne se cache pas seulement une femme blessée et vindicative. Il y a une sorcière puissante, une descendante divine, une femme maîtresse de forces obscures et ancestrales. Sa connexion avec la magie n'est pas un détail décoratif de son histoire, mais un élément central qui définit qui elle est, comment elle agit et pourquoi ses actes portent un poids symbolique si fort. Dans un monde ancien où le surnaturel était intimement lié à la vie quotidienne, Médée incarne une manifestation du pouvoir féminin dans sa forme la plus pure et la plus effrayante. Fille d'Éthès, roi de Colchide, et petite-fille d'Hélios, le dieu solaire grec, Médée est née sous une étoile magique. Son lignage divin lui conférait une autorité et une connaissance allant au-delà de l'humain. Contrairement à Jason, dont l'héroïsme reposait sur les armes et la force physique, Médée avait accès à une sagesse ancestrale, transmise peut-être par son père ou par des prêtresses et druides de sa terre natale. Elle était experte en herbes médicinales et poisons, capable de guérir comme de tuer,
de rajeunir des corps vieillissants et d'invoquer des rituels défiant les limites de la nature. L'un des épisodes les plus marquants de son usage de la magie survient lorsqu'elle aide Jason à rajeunir le vieux roi Aeson, père de Jason. Selon la légende, Médée prépara une potion magique qui revitalisa le corps d'Aeson, prolongeant sa vie et lui redonnant sa jeunesse. Cet épisode montre non seulement son contrôle sur la vie et la mort, mais aussi son rôle de gardienne de l'équilibre naturel, capable d'altérer l'ordre établi si elle le souhaite. Un autre exemple frappant est son intervention dans l'histoire de Pélias, le roi qui avait refusé à Jason le trône de Iolcos. Pour se venger, Médée trompa les filles de Pélias en leur affirmant qu'elles pouvaient rajeunir leur père grâce à un rituel magique. Elle leur montra comment découper un mouton âgé et le transformer en agneau jeune, utilisant la magie pour illustrer son propos. Convaincues, les filles décidèrent d'appliquer la même méthode à leur propre père. Mais Médée ne termina pas le sortilège. Pélias mourut déchiqueté sans recouvrer la jeunesse, un crime aussi cruel qu'ingénieux. Cet acte, moins connu que le meurtre de ses enfants, montre jusqu'où elle pouvait manipuler à la fois la réalité et l'esprit humain. Mais qu'est-ce que cela nous dit d'elle ? Que Médée n'utilisait pas la magie simplement comme un outil. Elle en faisait partie intégrante de son identité. C'était une femme qui percevait l'univers selon une logique différente de celle des Grecs classiques, centrée sur la raison, la guerre et la politique. Elle évoluait dans un monde où l'émotion, l'esprit et l'obscurité avaient une place égale. C'est pourquoi, lorsqu'elle fut trahie par Jason, elle ne fit pas appel à l'épée ni à un procès, des options interdites à une femme étrangère, mais à son unique arme véritable, son intelligence, son savoir et sa volonté inébranlable. Sa capacité à contrôler des forces invisibles la distingue aussi de la morale traditionnelle grecque. Dans la tragédie d'Euripide, Médée ne manifeste aucun regret public de ses actes, ni ne demande pardon. À la fin de la pièce, elle apparaît devant Jason montée sur un char céleste, offert par son grand-père Hélios, emportant avec elle les corps de ses enfants. Cette scène n'est pas seulement visuellement saisissante, elle porte un profond symbolisme. Médée n'est pas punie par les dieux. Au contraire, elle semble bénéficier de leur soutien, comme si elle avait agi dans un ordre cosmique supérieur que les humains ne comprennent pas entièrement. Cette idée a alimenté les débats pendant des siècles. Médée n'était-elle qu'une folle assoiffée de sang ? Ou bien était-elle une figure accomplissant un destin tragique, guidée par des forces supérieures à elle-même ? La réponse se situe probablement entre les deux. Son usage de la magie n'était pas uniquement un moyen d'atteindre un but. C'était une extension de son âme, de sa connexion avec quelque chose de plus grand que la simple mortalité. De plus, sa condition de femme magique la rendait dangereuse aux yeux de la société grecque. Dans une culture profondément patriarcale, les femmes dotées de pouvoir étaient perçues avec suspicion, voire crainte. Médée incarnait la pire peur de cette société. Une femme qui n'a besoin d'aucun homme pour imposer sa volonté, capable de changer le destin par un mot et de détruire des familles entières par une seule décision. C'est pourquoi, lorsque Médée tue ses enfants, ce n'est pas un acte impulsif, comme celui d'une mère rendue folle par la douleur. Elle le fait avec une froide détermination, consciente de la portée de chacun de ses gestes. Dans son dernier monologue, elle admet savoir qu'elle commet un acte terrible, mais affirme préférer infliger la souffrance plutôt d'en être victime. Cette phrase résume sa philosophie de vie, plutôt bourreau que victime. Certains y voient aussi un acte de résistance extrême. Dans une société où les femmes n'avaient aucun droit, pouvaient être abandonnées, répudiées et oubliées, Médée a pris le contrôle absolu de son destin et de celui des siens. Si elle ne pouvait avoir amour, famille, ni justice, alors personne n'aurait rien. Pas même elle. Cet aspect de sa personnalité est essentiel pour comprendre pourquoi son héritage perdure. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de trahison et de vengeance. C'est aussi une histoire d'abus de pouvoir, d'oppression de genre, de violence en réponse à l'impuissance, et de dualité entre amour et haine. En Médée se croisent toutes ces forces,
créant un personnage qui dépasse la fiction pour devenir un mythe universel. Mais existe-t-il vraiment une base historique derrière cette figure? Bien que Médée soit une créature de la mythologie, certains historiens ont tenté de retrouver des traces de son influence dans des cultures anciennes. Certaines théories relient sa figure à des rituels primitifs de sacrifice maternel, à des pratiques chamaniques de sociétés orientales, ou encore à des figures féminines issues d'autres religions païennes, symbolisant à la fois la fertilité et la destruction. En réalité, qu'elle soit réelle ou fictive, Médée a laissé une empreinte indélébile dans la culture occidentale. Chaque fois qu'une femme se rebelle contre une injustice, lorsqu'une mère prend des décisions extrêmes pour protéger ses enfants, quand quelqu'un brise les règles établies pour suivre sa propre vérité, là, d'une certaine manière, Médée est présente. Bien que Médée soit une figure de la mythologie grecque, son existence en tant que personnage légendaire ne s'est pas construite dans le vide. Comme beaucoup d'autres figures mythiques, son histoire s'est probablement nourrie d'éléments historiques, culturels et symboliques réels, qui au fil du temps se sont fondus dans l'imaginaire collectif pour donner naissance à l'archétype que nous connaissons aujourd'hui. Existe-t-il une base historique derrière Médée? Il n'existe aucune preuve concluante que Médée ait été une personne réelle, mais il y a des indices suggérant que sa figure aurait pu s'inspirer de femmes puissantes appartenant à des civilisations proches de la Grèce, en particulier dans des régions comme la Colchide, l'actuelle Géorgie, lieu central de sa légende. Cette région était connue des Grecs anciens pour ses pratiques religieuses mystérieuses, ses liens avec des rituels chamaniques, ainsi que pour sa richesse en ressources naturelles, notamment des plantes médicinales et des poisons qui auraient pu inspirer des récits sur des sorcières expertes. Certains historiens et folkloristes ont spéculé que Médée pourrait être une représentation littéraire de prêtresse ou guérisseuse locale, dont les connaissances médicales et rituelles semblaient presque surnaturelles aux yeux des étrangers. Dans des cultures où les femmes occupaient des rôles plus importants dans la religion et la médecine, comme dans certaines sociétés du Caucase, ces figures pouvaient facilement susciter fascination et crainte chez les Grecs, issus d'une société profondément patriarcale. Par ailleurs, dans l'Antiquité, l'usage de plantes psychoactives et hallucinogènes dans des rituels religieux était courant dans plusieurs cultes mystériques, comme ceux de Dionysos ou Déméter. Les prêtresses participant à ces rites étaient perçues comme des intermédiaires entre le monde humain et divin, capables de prédire l'avenir, de guérir des maladies ou même d'invoquer des malédictions. Il est possible que Médée soit une exagération poétique de ce type de figure. Une femme dont l'habileté à manipuler des forces cachées la rend supérieure à l'humain ordinaire. Influence d'autres mythes et cultures. L'histoire de Médée présente également des parallèles avec des récits d'autres civilisations, ce qui laisse penser que son mythe s'est nourri de sources partagées entre différentes cultures méditerranéennes et orientales. Ainsi, dans la mythologie phénicienne et cananéenne, on trouve le mythe de Baaltis, une déesse mère qui, selon certaines versions, tue ses enfants dans le cadre d'un rituel sacrificiel. Bien que cet acte ait une dimension religieuse différente, il reflète une idée récurrente dans les cultures antiques. Les mères peuvent d'abord sacrifier leurs enfants comme forme extrême de dévotion, de protection ou de punition. On retrouve aussi des similitudes avec des figures comme Lilith dans les traditions mésopotamiennes et juives, une femme diabolisée pour avoir défié l'ordre patriarcal et associée à la mort des jeunes enfants. Bien que Lilith incarne le côté sombre de la féminité depuis une perspective hostile, elle partage avec Médée certains traits symboliques. La peur de la femme indépendante, intelligente et dangereuse. Dans la mythologie romaine, bien que Sénèque ait donné une version plus sombre de Médée, d'autres figures comme Proserpine, fille de Cérès et reine des enfers, montrent une évolution similaire, celle d'une jeune innocente devenue gouvernante impitoyable, rappelant le passage de Médée de l'amour passionné à la vengeance sans merci. Évolution de sa figure à travers les civilisations. Au fil des siècles, l'image de Médée a été réinterprétée par différentes civilisations.
s'adaptant aux valeurs et aux craintes propres à chaque époque. À Rome impériale, où la famille et l'honneur constituaient des piliers essentiels de la vie sociale, la vision de Médée s'est durcie. Des auteurs comme Sénèque la présentèrent comme une figure plus proche de la folie et du mal absolu, soulignant son origine étrangère et sauvage. À cette époque, sa légende servait de mise en garde morale. Ne faites pas confiance aux femmes étrangères, disait-on entre les lignes. Durant le Moyen-Âge, où l'Église dominait la narration culturelle, Médée fut reléguée à l'arrière-plan. Son histoire ne correspondait pas aux idéaux chrétiens du pardon, de la soumission féminine et de la rédemption. Toutefois, dans les textes islamiques et persans, gardiens de la tradition classique grecque, sa figure continuait d'être étudiée et analysée, même si moins dramatisée. À la Renaissance, avec le retour d'intérêt pour la culture classique, Médée retrouva sa place centrale. Des écrivains comme William Shakespeare et Christopher Marlowe s'inspirèrent de sa personnalité pour créer des personnages féminins complexes et dangereux, tels Lady Macbeth ou Hélène de Troie. Ces figures montraient net qu'une femme pouvait être ambitieuse, intelligente et vouloir exercer le pouvoir, même si cela la transformait en méchante aux yeux de la société. Au siècle du romantisme, Médée fut réinterprétée comme une héroïne tragique, incarnation d'une passion et d'une fureur, provoquée par un monde injuste qui la rejetait. Des écrivains comme Goethe et Heine explorèrent sa dualité entre amour et haine, maternité et vengeance, y voyant l'expression du sublime et du terrifiant. Au XXe et XXIe siècle, son héritage a été repris par des mouvements féministes, des théoriciens de la violence domestique et des créateurs contemporains de cinéma et de littérature. Aujourd'hui, on parle de Médée non seulement comme d'une meurtrière, mais aussi comme d'une victime de trahison, de racisme culturel et d'oppression de genre. Son histoire sert à aborder des thèmes comme l'abandon parental, le contrôle émotionnel et la résistance féminine face à des systèmes répressifs. Que nous dit tout cela sur Médée? Que son histoire n'est pas seulement une tragédie grecque ancienne, mais une narration vivante qui continue d'évoluer. Médée est un miroir qui reflète la manière dont chaque société comprend l'amour, la trahison, la violence, la maternité et le pouvoir féminin. Elle ne change pas, ce sont nos regards sur elle qui changent. Et à travers eux, nous découvrons de nouvelles façons d'éprouver de l'empathie, d'être horrifiés et de nous comprendre nous-mêmes. Derrière la figure de Médée, il n'y a pas seulement une femme vengeresse, mais une psychologie complexe confrontée à des émotions extrêmes. Un amour trahi, un orgueil blessé, une douleur profonde et une désespérance absolue. Sa psychologie n'est pas celle d'une folle irrationnelle, mais celle d'une femme poussée à bout par un système qui l'a marginalisée, un homme qui l'a abandonnée et une société qui la rejetait. L'acte de tuer ses enfants n'a pas été impulsif. Ce fut une décision consciente, chargée de sens. Pour Médée, ses enfants étaient à la fois une extension d'elle-même et un rappel douloureux de l'amour perdu avec Jason. En les supprimant, elle ne se contentait pas de punir son ex-mari. Elle s'assurait qu'il ne resterait rien d'elle dans une terre hostile. Son acte, bien que monstrueux, peut être vu comme le dernier exercice de contrôle dans une vie marquée par l'oppression. La vraie question n'est donc pas de savoir si elle était folle, mais si elle a jamais eu une autre option. L'acte de Médée en tuant ses enfants reste l'un des moments les plus marquants et moralement ambigus de l'histoire de la littérature antique. Pour beaucoup, c'est un crime impardonnable. Pour d'autres, une tragédie inévitable. Mais ce que personne ne peut nier, c'est qu'il fut le fruit d'une décision profondément consciente, chargée de significations psychologiques, émotionnelles et symboliques. D'un point de vue psychologique, Médée incarne l'effondrement total d'une femme qui perd tout, son amour, son foyer, son statut et même son identité de mère. Dans ce processus, elle n'est pas seulement trahie par Jason, mais aussi rejetée par la société corinthienne, qui la voit comme une étrangère dangereuse et imprévisible. Dans ce contexte,
La mort de ses enfants n'est pas simplement un acte de vengeance, mais aussi une forme extrême d'affirmation de son contrôle sur sa propre vie et sur celle de ceux qu'elle aimait. Certains chercheurs ont comparé son état mental à celui d'une personne traversant une crise psychotique ou dépressive profonde, où la souffrance émotionnelle dépasse tout instinct rationnel ou maternel. Toutefois, cela n'explique pas entièrement la froideur avec laquelle elle prend sa décision. Contrairement à quelqu'un agissant sans conscience, Médée réfléchit avant d'agir, pèse les conséquences et assume pleinement sa responsabilité. Cela laisse penser qu'elle n'a pas agi par folie, mais par conviction. Une autre interprétation soutient que Médée a tué ses enfants pour éviter qu'ils soient humiliés ou persécutés à l'avenir. En tant que fils d'une femme étrangère accusée de crimes terribles, leur vie à Corinthe aurait été marquée par le rejet, la violence et l'exclusion sociale. Peut-être, à ses yeux, la mort était-elle préférable à une existence de souffrance constante. Cette idée, difficile à accepter, reflète néanmoins une logique tragique. Si le monde ne leur offre ni justice ni protection, quelle valeur accorder à la vie ? Il y a aussi ceux qui voient dans cet acte une sorte de châtiment divin infligé à Jason, une manière de lui faire ressentir le même désespoir qu'elle avait éprouvé en étant abandonnée. En lui ôtant ses enfants, elle lui nie la possibilité d'avoir une descendance légitime, efface son lignage et s'assure qu'il ne pourra jamais reconstruire une famille. C'est une vengeance totale, froide et calculée, qui montre jusqu'où l'amour peut basculer dans la haine lorsqu'il est trahi. Mais peut-il y avoir une quelconque rédemption pour une mère qui tue ses enfants ? Cette question n'a pas de réponse simple. Ce que nous savons en revanche, c'est que Médée n'est pas un monstre unidimensionnel. C'est une femme complexe, intelligente, puissante et profondément blessée. Son histoire nous invite à regarder en nous-mêmes, à nous demander comment nous réagirions si nous étions poussés à bout, si tout nous était arraché et si aucune porte ne restait ouverte devant nous.